Bonjour, je vais vous présenter Kotlin. C'est un langage qui a été développé par JetBrains, la société qui est derrière IntelliJ. Ils utilisent ce langage dans leurs propres produits, c'est-à-dire entre autres dans IntelliJ et dans leurs plugins. Voilà, ce langage est une alternative à Java. Il s'exécute sur la JVM et il est entièrement compatible avec la librairie Java. Bien entendu, le langage expose sa propre librairie qui utilise ces idiomes. Donc je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités assez utiles et sympathiques du langage. Je vais supposer que vous connaissez déjà Java. Donc déjà, le main en Kotlin est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de simplement écrire une fonction main. Donc on n'est pas obligé de faire une classe. Le print ln est apporté par défaut. Donc on sait très vite écrire un programme qui écrit salut monde. Donc là je vais l'exécuter. Donc on peut voir que dans la console on a salut monde. On peut utiliser des variables évidemment comme en Java, sauf que on ne le fait pas comme Java. On doit d'abord écrire var pour indiquer qu'on va créer une variable. Donc c'est un peu comme en JavaScript. Le nom de la variable, son type, noter les deux points, et enfin sa valeur. Et ensuite on peut faire notre println. Là c'est une première version. Donc si j'exécute, on aura bonjour Christian. Alors ce qui est bien en Java, en Kotlin pardon, c'est qu'il peut interpoler les chaînes. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant $nom de la variable, on peut, on peut donc interpoler la variable, donc remplacer $nom par le contenu de la variable. Donc si j'exécute ceci, on va voir dans le message, bonjour Christian, comment vas-tu? Évidemment l'interpolation ne s'arrête pas à ça, on peut y mettre des expressions. Donc ici je vais carrément mettre une expression. Donc si on exécute, on a Kotlin qui effectue le calcul. Alors on peut voir que j'ai utilisé \n. Il y a une autre méthode en Kotlin, c'est d'utiliser les chaînes multilignes. Donc maintenant je peux passer à la ligne de ma chaîne. C'est exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est pour les fonctionnalités vraiment basiques. Nous avons également des constantes, donc l'équivalent de final en Java. Il suffit de transformer var en val et nom est devenu une constante. Donc si j'essaie de mettre autre chose, ça ne va pas. Alors également, on remarque qu'il n'y a pas de point-virgule. On peut en mettre. Ils sont simplement facultatifs. On a exactement accès aux mêmes structures de code. Donc voilà, structure de contrôle if par exemple. Alors on va imaginer qu'on a A qui est égal à 3, B qui est égal à 5. Et là, vous remarquerez que je ne mets pas le type, puisque comme en Java 7, il y a l'inférence des types. Sauf qu'ici, ça va un peu plus loin, même pour la déclaration d'un variable, le compilateur est capable d'inférer le type. Donc ici, on a un if standard. La particularité en Kotlin, c'est que le if est une expression si on en veut.
Donc ici, je viens d'implémenter la fonction max directement en ligne. Donc C vaudra le plus grand de A et B. Je vais exécuter ce code. Donc on a 5. Et si je mets 5 ici et 4 ici, on aura toujours 5. Donc il passe bien dans le if. Et en fait A là est la valeur de retour. Donc on peut utiliser if et également when. Par exemple si A est entre 1 et 5, en fait c'est entre 0 et 5. Et c'est une expression aussi. Voilà, donc on peut avoir ceci. Et donc si je fais imprime du message, ben, donc on a A qui est égal à 5, donc on aura A entre 0 et 5. Oui, évidemment, on va faire ça et on aura A entre 5 et 10. Ah bah non, on a A entre 0 et 5. Alors, je me suis trompé, c'est inclusif. Donc voilà, donc ça c'est le one. Ah oui, parce qu'en fait ça range tout, donc ok. On peut également utiliser des for. Donc ici ça nous affiche 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, donc ça peut être assez sympa comme fonctionnalité. Et alors en Kotlin, on a également des fonctions, comme la fonction main. Et on peut l'appeler de la même façon qu'une fonction qui a été prévue dans la librairie Kotlin. Sauf que, pas comme Java, on peut fixer des paramètres. Donc, je vais créer une deuxième fonction. Et qui va simplement incrémenter. Donc ça ressemble à add, sauf que par défaut, le count est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on peut l'appeler en lui passant un nombre. Par exemple, je vais dire 8. Et il va m'imprimer 9. Voilà, donc voilà. Alors, il y a une autre chose qui est pas mal, c'est que quand on a des fonctions d'une seule ligne, on sait simplifier, c'est-à-dire qu'on retourne, on enlève la déclaration du type de retour, on enlève le return et on enlève les accolades. Donc on se retrouve avec une fonction assez simplifiée, une écriture très très simplifiée. Le code est tout à fait équivalent au précédent.
Alors notez que ici on peut appeler avec un paramètre ou deux paramètres. Donc c'est pas mal parce que ça évite d'écrire tout plein de fonctions. Donc on peut également utiliser les fonctions en paramètres de notre fonction. Voici un exemple. Donc voici un exemple. Imaginons que nous allons faire un log avant et après une série d'opérations. Donc nous allons simplement dire qu'on veut passer une fonction paramètre. Donc c'est une fonction qui prend rien et qui retourne rien. Alors en Java, le rien, c'est unit. Donc maintenant, on peut faire nos logging, appeler notre fonction et faire notre autre login. Je vais donc appeler trace. Voilà. Et on doit lui passer une fonction. Donc on va lui passer une fonction. Alors en Kotlin, les fonctions anonymes peuvent être écrites avec une paire d'accolades. Et dedans, on a le corps de la fonction directement. Donc ici, j'aurai début, ok, fin. Alors, quand on a ce cas-là, où en fait le paramètre de type fonction est le dernier, on peut le sortir des parenthèses. C'est exactement le même code, qui est juste bizarre. Donc, quand les parenthèses sont vides ou qu'on ne passe pas de paramètres, on peut les enlever. Et ainsi, on obtient un nouveau mot-clé en quelque sorte. Mais en fait, c'est un appel de méthode à laquelle on a passé une méthode anonyme qui contient println OK. Et en fait, ça sert pour faire des builders. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Alors, Kotlin vient avec plein de fonctions dans sa librairie. Donc, on a vu par exemple les chaînes. Donc, on va faire un petit tour d'abord sur les chaînes. Donc, imaginons qu'on ait un tableau. Donc, ici, je crée un tableau d'entier. Et si je veux les afficher, on dit je veux afficher tab int point, et on voit qu'il y a un join to string. Ici, c'est une méthode qui prend plein de paramètres nommés. Donc, par exemple, si je suis d'accord avec le séparateur et que je veux juste changer le préfixe et postfixe, je peux faire ceci. Et voilà, je le fais dans... Ok, c'est pas grave. Voilà. Donc, si j'exécute ceci, je vais voir avec des crochets. Et rien ne m'empêche de passer le séparateur en dernier pour pouvoir mettre des points-virgules à la place des virgules. Donc, c'est assez flexible comme langage, mais ça reste assez lisible aussi. Évidemment, si la chaîne, le type chaîne n'a pas les fonctions qu'on désire, on peut encore rajouter des fonctions d'extension. Donc en fait, c'est assez simple. On commence par fun, le type qu'on veut étendre, le nom de la fonction, et enfin les paramètres. Donc ici, on n'en a pas.
et un type de retour si c'est nécessaire. Donc ici, on va simplement faire un... Je vais utiliser la notation courte. Donc maintenant, je peux appeler cette fonction directement sur une chaîne. Donc, si j'exécute ceci, j'aurai ABCD fou dans la sortie. Donc voilà, donc ça permet d'étendre même le type de la librairie standard si on a envie. Maintenant, on va passer aux classes. Donc en Java, il est pas rare de faire des POJO, des builds. Donc en Kotlin, il y a une fonctionnalité qui est déjà prévue dans le langage. Ce sont les data classes. Et ici, je viens de déclarer une classe entière. Le fait que j'ai passé val x et val y en paramètres et que j'ai mis val, ça crée automatiquement les membres du même nom. Donc comme ça, on n'a pas à faire 10.x égale x, comme on devrait le faire en Java. Pour instancer une classe, rien de plus simple. On utilise toutes les possibilités offertes, c'est-à-dire on va utiliser inference. On tape directement le nom de la classe. Là ici, il me dit qu'il faut mettre des paramètres. Alors on va rendre les paramètres optionnels et avec comme valeur par défaut 0. Donc par défaut, quand on crée un point, c'est l'origine. Après, on peut créer des points en utilisant les paramètres dans l'ordre. Donc ici, je viens de mettre x à 10 et y à 0. Ou on peut aussi les créer avec des paramètres nommés. Donc ici, je viens de mettre y à 10. Donc x reste à 0. Donc si on affiche tous ces petits points, donc ici on affiche des points et on obtient un truc bizarre. Enfin, ouais, voilà. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est une data class, il est intelligent et donc il peut le représenter comme il faut. Mais on n'aime pas cette représentation, on va utiliser une plus courte. Pour ça, on va surcharger la méthode toString et on va utiliser l'interpolation directement dedans. Donc si on réexécute, on a une version plus courte de la représentation du point. Alors maintenant, on pourrait essayer d'additionner des points. Et évidemment, ça ne fonctionne pas puisque c'est une classe qu'on vient de créer. Donc on va ajouter l'opérateur plus. De la même façon, j'utilise la méthode courte pour définir la fonction. Voilà, et donc là, l'addition des points existe maintenant. Et donc, le code compile
va nous retourner un point 10-10. Donc voilà, on vient de surcharger l'opérateur plus, même plutôt de le créer. À noter que j'ai dû taper opérateur fun plus. Donc ça sont déjà quelques fonctionnalités assez sympathiques. À savoir qu'il y a d'autres classes, d'autres méthodes qui ont été définies pour nous. C'est le copy qui va copier un point tout en nous permettant de changer la valeur de un de ses attributs. Et enfin, il y a la possibilité de faire de l'assignement multiple. Donc ici, j'ai défini deux valeurs x, y. Bon, c'est pas intéressant là, donc on va prendre le point B. Et je peux directement l'afficher. Donc ça permet d'extraire des éléments. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que quand on a créé le data class, le compilateur a automatiquement créé des méthodes component 1 et component 2 qui permettent de récupérer ce qu'on considère être le premier et le deuxième élément. Donc tout ça est automatique. À savoir que les méthodes les getters et setters sont une fonctionnalité du langage. Donc si on crée une classe personne, et on va lui dire qu'elle a un nom. Donc ici on a une variable nom qu'on va faire quand sera à droite du égal en gros, quand on va lire la valeur, ça va retourner OK. Donc si je crée une personne, et que je fais le nom de la personne dans la console, ouais, évidemment ici il faut utiliser la station un peu plus avancée. Et donc il n'y a pas de différence entre un getter et un accès direct à une propriété. Ce qui veut dire que généralement en Kotlin, faire get quelque chose est probablement une erreur. Voilà, donc ça c'est assez bien parce que ça masque bien la différence entre un accès direct à un champ ou à une propriété entre guillemets comme en Java. Donc voilà, ça c'est pour la base. Alors maintenant si on mélange tout ça, on peut encore faire quelque chose de plus sympa. Pour ça, je vais vous montrer la classe matrix. Donc nous allons imaginer une classe matrice ainsi. Cette matrice, elle peut être construite avec un nombre de lignes et un nombre de colonnes.
en privé, on a une grille qui sera un tableau d'entier. Et on a un bloc d'initialisation, comme en Java, qui va initialiser la grille. Pour ça, je vais prendre la version plus complexe. Donc ça demande une taille et une fonction d'initialisation qui prend un entier. Alors par défaut, la valeur c'est it. On s'en fout du it. Et ça retourne un nouveau tableau d'entier. Voilà, donc là en une ligne, je viens d'initialiser une grille de 3, pas de 3 x 3, attendez, on va corriger ça, voilà. Donc je vais créer une grille de n rows par n calls. Donc il n'y a pas une double boucle ou des choses comme ça. Enfin, là, une boucle en fait. Donc il n'y a pas de boucle. Et ça reste assez simple à lire. Maintenant, on va ajouter une méthode pour mettre des valeurs. On va rester avec des entiers. Il n'y a pas de contrôle, hein. On fait ça simple. Voilà, donc ici on a notre getter. Et maintenant, si on veut construire une matrice de ce style-là, il nous faut appeler, donc demander d'avoir une nouvelle matrice. On va dire 3 x 3. Puis il faut faire pour chacun donc ça c'est pas tout de suite, c'est pas intuitif, c'est pas du tout intuitif. Donc on va un peu améliorer ceci. Donc on va un peu améliorer ceci. Pour ça, d'abord je vais vous montrer que j'ai bien fait ce que j'ai dit que j'allais faire ici. Donc on va faire un println de maths. Donc ça ne nous intéresse pas trop d'avoir l'adresse mémoire. Donc on est obligé de faire un toString. Et comme il n'y a besoin que d'une ligne pour le faire, hop. Donc on fait un join toString. Alors les séparateurs seront des sauts de ligne. Et puis on a une transformation, c'est pour chaque élément. À chaque élément qui s'appelle it par défaut.
C'est bizarre, il ne prend pas donc. Donc ici on va simplement faire un join to string. Donc si j'exécute, on a tout de suite la matrice qui s'affiche bien. Donc c'était assez facile aussi. Et donc maintenant on va créer un builder en fait. Donc c'est beaucoup d'en fait. Donc on va l'appeler matrix builder. Alors on veut construire row par row, donc ligne par ligne. Donc on va déjà créer une variable row qui commencera à 0. Dedans on aura probablement une référence vers une matrice. Et quand on appellera la méthode rows, ça ajoutera une row. Alors on va utiliser une particularité de Kotlin qui sont les varargs. Donc en fait là je crée une méthode row qui a un nombre variable d'arguments. De type int. Et donc maintenant je peux simplement itérer dessus. On peut pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un index. Et donc je peux maintenant appeler sur matrice la méthode set, donc sur la row courante, en lui passant idx et en lui passant voilà, donc là je set simplement toutes les valeurs de la ligne courante et puis on passera à la ligne suivante. C'est tout pour le builder. En fait c'est un builder un peu spécial. Et on va se créer une petite fonction matrice mat parce qu'on veut garder ça court matrice et cette fonction va prendre un nombre de lignes, nombre de colonnes et une fonction. Et cette fonction par défaut on va faire qu'elle est en matrice builder. Et elle retourne rien. Alors, notez que comme on a vu tout à l'heure, j'ai mis cette fonction là à la fin de la liste de paramètres. Ainsi on va pouvoir utiliser la notation spéciale. Et donc maintenant tout ce qu'il reste à faire c'est créer une nouvelle matrice. Ok, donc un certain nombre de rows et de colonnes. Dessus on va appeler fn. Et on va d'abord créer un matrice builder, pardon. En lui passant la matrice, bien entendu. Sur matb, on peut appeler fn. Et c'est tout. Ah ouais, non, il faut retourner une matrice, sinon la méthode sert à rien.
Voilà. Je vais enlever tous ces setters. Enfin, je vais les mettre en commentaire pour la petite histoire. On exécute. Et maintenant, on va remplacer cet appel-là par mat. J'ouvre la paire d'accolades et dedans, je fais mes appels à row. Alors, vous voyez que c'est plus rapide à taper et on voit tout de suite ce qu'on va avoir. Donc, c'est Wisbik. 1, 2, 3, 4 tape. Donc, si j'exécute, on a directement ce qu'on veut. Donc, c'est hyper facile. Euh, on pourrait renommer ça en R si on veut encore simplifier. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ça serait toujours la même chose. Donc, on peut aussi également implémenter les opérateurs. Donc, c'est product alors. Non, donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est simplement. Donc ici, Evanu Times nous permet de tout de suite. Donc ici, il n'y a plus qu'à implémenter le produit matriciel. Donc pour ça, donc faut travailler par les lignes et les colonnes. Donc on est soi-même la matrice, donc 10 c'est la matrice de gauche. Donc ça va jusqu'à allez, jusqu'à hmm, jusqu'au nombre de colonnes. Moins 1. Donc ici il faut aller sur chaque cellule. Donc on passe par colonne de la matrice de droite et par ligne de la matrice de gauche. Et pour chaque coordonnée, il faut sommer de 1 à un nombre de colonnes de la matrice de gauche.
Donc je crée une matrice result. Voilà, qui par défaut on n'effectue pas de traitement. Donc c'est un null object, c'est un design pattern. Comme ça me permet d'appeler la méthode avec 3.3 sans lui passer de rows. Donc là, pas mat. Voilà, et donc ici, il faut prendre celle de gauche, il faut prendre par colonne. Donc c'est la row. Voilà, donc là on va ajouter comme il faut. Donc c'est le produit de... Donc, voilà. C'est la somme des produits. Donc ça donne ceci. C'est pas très joli, hein. Ouais, c'est le produit matriciel là. Donc maintenant on peut tester. Donc un test assez simple, c'est d'utiliser la matrice unitaire qui normalement doit déjà me retourner la matrice unitaire. Et ce n'est pas le cas, on a un out of bound puisque il manque le -1 partout. Là par contre c'est pas trop normal. Ouais, donc c'est parce que alors on fait plutôt
Donc il arrive à 3 parce que ici en fait il y a une addition qui donne 3. Effectivement, j'ai inversé déjà des I et des J. Voilà, donc on doit bien faire attention aux variables. Donc celle de gauche, on itère sur la colonne. Voilà, donc ici k est égal à 2. La j est égale à 1 et k est égal à 2. Car en effet, faut pas additionner le... Voilà, l'erreur est dans l'implémentation. Donc maintenant, on a la matrice identitaire. Identité. Donc si on regarde maintenant le calcul qui a été fait, on voit que basiquement, on a vraiment écrit l'expression presque comme on pourrait l'écrire, on pourrait l'imaginer écrite en ASCII quoi. Donc voilà, donc on vient d'implémenter une multiplication matricielle en Kotlin. Maintenant on peut essayer de faire le même en Java, mais ce sera beaucoup plus long. Voilà, merci de m'avoir écouté.